Bonjour à tous et merci d'accueillir Monsieur Pierre Kemula, qui est directeur financier de Pixium Vision. Bonjour. Qui développe des systèmes de restauration de la vision. Alors vous allez nous en parler déjà pour commencer un petit peu présenter la société qui vient d'arriver en bourse. Hein, c'est très récent. Tout à fait, on s'est introduit donc au mois de juin. Et le projet est le suivant en fait. Nous avons des systèmes de restauration de la vision pour des gens qui ont perdu la vue. C'est-à-dire que nos patients ont souffert de maladies génétiques et vont avoir la chaîne de la vision qui est rompue. Comment ça marche en fait, l'œil? La lumière rentre, elle traverse l'œil, elle traverse la rétine, et les photorécepteurs qui sont au fond de la rétine ont le rôle de, si vous voulez, changer la lumière en électricité. Ce flux électrique est envoyé par le nerf optique au cerveau et l'image se forme. Donc voilà, c'est la chaîne. Or, ces pathologies-là, qu'est-ce qu'elles ont? Elles dégénèrent les photorécepteurs. La chaîne est cassée, il n'y a plus d'électricité au cerveau, il n'y a plus d'image. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va apporter avec un système de restauration de la vision qui est composé de 3 éléments. Donc un implant dans l'œil, une caméra vidéo qui prend une image et qui envoie, si vous voulez, au travers d'un petit ordinateur de poche, qui envoie l'image dans l'implant, qui va transformer ça en stimulation électrique sur la rétine et qui va donc créer un signal, enfin une image qui va être envoyée au cerveau. Donc on va, si vous voulez, remplacer le maillon manquant par un maillon artificiel, c'est la rétine bionique. Voilà, on a donc 2 systèmes. Un premier système qui est en étude clinique, qui devrait être approuvé en milieu d'année prochaine, avec des premières ventes en fin 2015, mais vraiment une année pleine de ventes, on va dire en 2016 plutôt. Ça, c'est un premier produit. Et un deuxième, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est Prima, qui est un produit qui est encore plus élégant, je dirais, puisqu'il est beaucoup plus petit. Il va se placer sous la rétine. Mais celui-là, il est encore en test, il n'est pas encore chez l'humain, et on le mettra chez l'humain en fin 2016. Oui, donc vous avez une feuille de route qui est assez tracée par rapport à ces 2 produits. Comment ça se passe exactement? Parce qu'il y a aussi la sécurité sociale, par exemple, qu'il va falloir savoir comment c'est remboursé, comment ça fonctionne, comment ça marche exactement. Alors, c'est une bonne question, parce que c'est clé absolument dans notre activité. D'abord, on est dans la technologie médicale, donc il faut qu'on ait un marquage CE, il faut qu'on ait l'approbation si vous voulez, réglementaire pour pouvoir vendre le produit. Et qu'est-ce qu'on doit prouver auprès de ces gens-là? C'est prouver que notre produit, il est sûr, c'est-à-dire que l'innocuité est bonne, qu'on ne va pas abîmer la santé du patient. Ça, c'est le premier point. Donc là, une fois qu'on a démontré ça, on peut implanter. Par contre, c'est des systèmes qui coûtent cher, et donc il faut avoir un remboursement. Et ce remboursement, c'est un travail qui est décorrélé du premier, dans lequel on va montrer nos données cliniques aux agences en France, et sur la base de ces données-là, avoir un remboursement. Alors, c'est bien, parce qu'on a déjà un très bon exemple. On a un concurrent. On a un concurrent américain qui s'appelle Second Sight, qui est juste un peu en avance sur nous, puisqu'il a été autorisé aux États-Unis et en Europe, récemment. Ils viennent d'avoir un remboursement en France pour un système de restauration de la vision, qui sont donc les lunettes, l'implant et le petit ordinateur de poche, pour 96 000 €. Donc je pense que c'est un bon benchmark. Pour vous, c'est une sorte de référence. Alors ça tombe bien parce que c'est en ce moment que ça se passe. Ah ben c'est très important, puisque c'est des technologies qui sont toutes nouvelles. Et on pense pouvoir bénéficier du travail de notre concurrent, puisqu'il a ouvert les portes et réglementaires et de remboursement. Pour information, ils sont remboursés à 144 000 $ par système aux États-Unis, par la sécurité sociale américaine, et ce n'est pas la même couverture que chez nous. Ça veut dire aussi que vous avez une démarche à faire, y compris aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas que le marché européen. Alors voilà, on travaille en séquence. Bien sûr, on commence par l'Europe. On a un essai clinique avec 10 patients. Pour l'Europe, ça suffit pour montrer l'innocuité de nos systèmes. Aux États-Unis, on sait que notre concurrent a eu 30 patients. Donc on va devoir, ou ce qu'on pense faire, il faut discuter avec la FDA bien sûr, mais il faut qu'on prenne nos 10 patients européens et qu'on en ajoute 20 américains pour pouvoir avoir une équivalence, si vous voulez, auprès de la FDA. Sur l'opération d'entrée en bourse, c'était, vous l'avez dit, au mois de juin. Comment ça s'est passé finalement? Vous tirez un premier bilan de cette opération favorable? Le premier bilan, c'est que c'est passé. Donc ça, c'est très important. On était les derniers avant l'été, mais pratiquement les derniers tout court, en fait, où il y avait eu pas mal d'introductions d'entreprises de medtech avant nous. Donc il y a eu un moment où c'était quand même tendu. C'est une très belle histoire, mais je pense que tous les fonds avaient déjà mis pas mal d'argent dans le secteur. Finalement, on est bien sorti. On a levé 40 millions d'euros et on est très content. Alors 40 millions d'euros, ça veut dire quoi en visibilité, ce qu'il y a de le dire? Est-ce que vous êtes confortable sur votre programme jusqu'à
2018, c'est ça? Ou est-ce que vous êtes susceptible de revenir sur le marché? Comment vous avez... Alors aujourd'hui, le plan n'est pas de revenir sur le marché. Le plan est le suivant, c'est-à-dire qu'on a 43 millions d'euros en cash à fin septembre dans les comptes. On doit consommer un peu moins d'1 million par mois. Ça nous donne 3 ans de visibilité. Or, on pense vendre en année pleine, en 2016, le premier produit. Le premier produit, si on arrondit à 100 000 euros et qu'on en vend 100, ça fait 10 millions. Ça ne nous apporte pas l'équilibre, mais on s'en approche. Donc l'équilibre pourrait être en 2018. Sans donner de guidance, bien sûr. D'accord. Donc ça veut dire aussi, pour intéresser le petit actionnariat, si on peut dire, un plan de marche qui est très clair, qui est bien daté. Vous avez aussi BPI France qui vous accompagne. Bien sûr. À quelle hauteur, déjà, on les retrouve dans votre capital? Alors, ils sont rentrés par 2 fois au travers de différents fonds. Ils sont rentrés très tôt au travers du fonds Inobio. Mais bon, ça veut dire que c'est historique. Ils sont rentrés lors de l'introduction en bourse. Ils ont pris 8% du capital. Pour vous, le but, c'est aussi d'attirer des investisseurs institutionnels, peut-être, ultérieurement, ou développer votre base actionnariale de particuliers? Je pense qu'on a une histoire qui marche autant auprès de l'investisseur individuel que de l'institutionnel. On voit bien que rendre la vision aux gens qui l'ont perdu est une histoire qui accroche. On est à la frontière de la technologie et de l'innovation et on intéresse naturellement beaucoup d'actionnaires individuels. On va essayer de développer ça, bien sûr, mais on doit travailler auprès des fonds. Il nous faut le faire. Il nous faut le faire notamment aux États-Unis. On a vu notre concurrent américain qui a fait l'introduction en bourse cette semaine, dont la valorisation d'entreprise, si vous voulez, de 700 millions de dollars. Nous, aujourd'hui, on est valorisé à 85 millions d'euros. Certes, ils sont approuvés en Europe et aux États-Unis, mais je pense qu'on a un produit plus élégant. Le premier produit, Iris, et le Prima, le deuxième produit, qui est totalement différencié. Eux n'ont pas vraiment de produit follow-up. Donc on a, je pense, un beau parcours, une belle histoire à écrire devant nous. Il y a quand même une énorme différence de traitement, effectivement, entre les Américains. Une sorte d'euphorie, un bouillonnement là-bas sur tout ce qui est medtech et biotech. Et ici, on est un petit peu le parent pauvre. Est-ce que vous pensez déjà qu'on peut combler l'écart? Dans quel sens? Parce que est-ce qu'eux sont en train de délirer ou est-ce que nous sommes complètement à côté de la plaque? Très difficile de répondre à cette question. Je pense que l'investisseur américain prend plus de paris, peut-être plus de risques, mais aussi il fait tourner ses actifs beaucoup plus vite. Donc la conséquence directe sont des survalorisations et des bulles. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne pense pas, mais c'est comme ça que ça marche. Et si notre concurrent a intéressé pas mal de fonds américains, ce serait dommage de ne pas aller nous présenter. Il y a quand même... Soit quand même ils sont trop chers, soit ils vont s'intéresser à l'Europe parce qu'ils considèrent qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous les sentez déjà un petit peu plus présents aussi, les fonds? Est-ce qu'ils regardent certains dossiers en disant il y a une décote en Europe, il faut en profiter? Certainement. Oui, les Américains sont comme ça, ils sont agnostiques sur la géographie. Et par contre, l'opportunité qui se présente, ils ont tendance à la saisir en général. Alors sur le côté actionnarial, si on peut dire, vous êtes éligible au PEA-PME? Bien sûr, éligible et déclaré. D'accord, donc ça peut être un élément favorable à moyen long terme? Même à court terme. Même à court terme pour un petit peu animer le marché. Vous considérez que la liquidité du titre est suffisante ou c'est un début? Comment vous voyez? Pour une entreprise de notre taille, elle n'est pas si mal. Elle n'est vraiment pas si mal. Bien sûr qu'avec le temps, la liquidité va augmenter. Et je pense que ça va faciliter en fait l'arrivée de nouveaux investisseurs dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Alors concernant les incertitudes maintenant, est-ce que vous considérez que par rapport à votre plan de marche, par rapport aux essais qui vont avoir lieu, il y a encore des essais cliniques importants, en particulier aux États-Unis, est-ce qu'il y a une dose d'incertitude très forte ou comment vous maîtrisez à peu près l'évolution du dossier là-dessus? Il y a toujours une dose d'incertitude. Ça, on ne peut pas vous dire le contraire. Il y a toujours une dose d'incertitude. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un concurrent qui est passé par là du point de vue réglementaire de remboursement. Donc ça, déjà, ça nous rassure. Le risque technique, il existe. On a quand même des bonnes preuves de concept, tant chez nos patients actuels avec le premier produit que chez l'animal avec le deuxième produit. Après ça, le risque, je vois moi, il est plutôt un risque de dérapage éventuel dans les timings.
pour moi le risque numéro un. Après ça, c'est sûr qu'on peut avoir de mauvaises nouvelles sur un produit. C'est des choses qui peuvent arriver. On est approuvé ISO 13495. Enfin, on fait les choses bien comme il faut, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Aujourd'hui, on travaille pour que ça se passe bien. Entre les deux produits dont vous nous avez parlé, entre Iris et Prima, il y a vraiment une grosse différence? Il y a une différence de concept, hein, déjà. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est peut-être un peu compliqué. On a une différence de population cible, de patients cibles. Le premier va plutôt cibler la rétinite pigmentaire, qui est une maladie assez rare qui touche un patient sur 4000 personnes. Et avec le deuxième produit, on va chercher plutôt à se développer dans la DMLA qui touche plus de 4 millions de personnes dans le monde. Et c'est des pathologies où il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Il n'y a que l'alternative technique aujourd'hui, la nôtre, celle de notre concurrent. Peut-être quelques questions dans la salle, si vous avez des questions, c'est le moment. Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, un patient qui a atteint du glaucome avec un nerf optique fortement endommagé, forcément le message il va pas passer. Est-ce que ça va poser un problème pour la technologie Iris? Pour la technologie actuelle de Pixium, ça pose un problème. Parce que nous, on va donc stimuler la rétine et le message électrique est envoyé au cerveau via le nerf optique. Si le nerf optique n'est pas fonctionnel, on va stimuler pour rien. Alors, il y a d'autres approches, et qu'on va forcément regarder à un moment ou à un autre, qui sont la stimulation corticale, donc directement dans le cerveau, comme ça se fait aujourd'hui sur les malades de Parkinson, etc. Dans ces cas-là, on pourra faire abstraction totalement du nerf optique. On chante le nerf optique, en fait. Totalement. On va créer l'image directement dans le cerveau, sans passer par la voie naturelle. D'autres questions, peut-être? Alors, on peut revenir, s'il n'y a pas d'autres questions, sur cette expérience boursière de 6 mois maintenant. Oui. Vous aviez anticipé à peu près cette opération? Vous aviez imaginé que ça allait se passer comme ça? Ou vous êtes globalement satisfait? Comment on appréhende? On est satisfait de l'opération parce qu'on l'a bouclée et on a levé suffisamment de fonds pour pouvoir financer notre activité et espérer arriver jusqu'au break-even. Donc ça, c'est très important. Maintenant, c'est sûr que boursièrement parlant, on aurait aimé que derrière, il y ait un parcours un peu différent. On en parlait, on a une liquidité qui est pas mal, mais qui est quand même aujourd'hui pénalisante, notamment quand il y a des sursauts du marché. Au mois d'août, c'était difficile pour tout le monde, et c'était donc difficile encore un peu plus pour nous. Maintenant, on est dans les sciences de la vie. Les rythmes sont un peu plus longs peut-être que dans d'autres secteurs. Donc je demande un peu aux actionnaires un tout petit peu de temps de façon à ce qu'on puisse avancer dans le projet et de façon à voir la valorisation se concrétiser. Vous avez une question, madame, peut-être? C'est pour la télé, je pense. Je voulais savoir si vous aviez des partenariats avec des boîtes comme Essilor ou comme... Alors, nous n'avons pas de partenariat avec des entreprises de type Essilor. Nous avons par contre un maillage très fin de partenariats avec des universités comme l'université de Stanford aux États-Unis, où il y a une très forte équipe d'ophtalmologie, bien sûr avec l'Institut de la Vision et tout le monde, je veux dire tout l'univers des 15-20 à Paris. Je vous rappelle d'ailleurs que notre cofondateur est José Sahel, le professeur José Sahel, qui est l'éminence un peu ophtalmologique des 15-20. Donc oui, on va travailler avec beaucoup de centres universitaires et de recherche dans le monde. Ça paraît même étonnant. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, madame. Bien sûr qu'on peut regarder. Il y a plein d'applications futures demain où on va pouvoir superposer des applications, je sais pas moi, de positionnement, du GPS, des choses comme ça. Donc ça peut être une avenue supplémentaire demain. Et là, il faudra faire des accords avec des sociétés privées, bien sûr. Vous parliez de l'américain Second Sight tout à l'heure. C'est vraiment votre seul concurrent dans le monde? Alors, la technologie des implants rétiniens, quelque chose qui excite plus que Second Sight et nous. Nous avons un concurrent allemand qui s'appelle Retinal Implant, qui a un produit, mais un produit qui demande 8 heures d'opération. Et donc aujourd'hui, même la communauté médicale
a tendance à favoriser l'autre produit sur le marché de suite à Second Sight. Il y a des initiatives, mais pas encore tout à fait financées, en Australie, en Corée du Sud. Parce qu'on imagine que, en tout cas, vu l'argent qu'il y a de dépenser, en particulier aux États-Unis, sur des marchés très actifs, qu'il peut y avoir aussi un foisonnement peut-être de chercheurs, de brevets qui peuvent naître de ce travail. Mais il faut le mettre au regard de notre situation brevetaire, où nous avons donc deux technologies, une qui est sur la rétine, donc l'épirétinien, et une qui est sous la rétine, le sous-rétinien. On se partage le monde avec notre concurrent Second Sight sur l'épirétinien, donc sur la rétine. Et on a une position assez dominante sous la rétine aujourd'hui. Donc c'est une façon de bloquer l'accès à ce type de technologie. Sur l'année qui vient, pour vous, c'est cette demande de marquage CE. Déjà, vous anticipez cette annonce plutôt sur la fin de l'année ou plutôt sur... Alors c'est comme un train, il y a plusieurs wagons. On va commencer par le dossier technique qui sera déposé avant la fin de l'année. Et on va avancer jusqu'à la milieu de l'année 2015 où on espère avoir l'approbation, donc le marquage CE. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir des retards ou c'est un problème administratif plus que technologique? Alors, c'est-à-dire que nous, on travaille pour que notre dépôt, notre soumission soit à l'heure. Maintenant, après ça, le temps que prennent ce ne sont pas des agences, mais ce sont des organismes privés. Après ça, la balle n'est plus dans notre camp. Mais en général, ça se passe relativement vite. Donc on parle bien de problèmes après administratifs, en fait. Ce sont des délais plus... Tout à fait, voilà. tout à fait. Il y a tout un aller-retour de questionnement. En fonction du nombre de questions que vous avez, ça peut être plus ou moins long, bien sûr. Sur le Prima, on n'en est pas là. On n'est pas là, mais on avance vite sur Prima. Justement, un des objectifs de l'introduction en bourse, c'était de pouvoir financer 2 projets. Ça, c'est très important. Prima, c'est donc une technologie qui nous vient de Stanford, aux États-Unis. On a déjà rapatrié le savoir-faire industriel. C'est fabriqué par un fournisseur en France, en Normandie, qui s'est fabriqué des wafers, donc des galettes, si vous voulez, d'électronique, de silicium, qui sont épais comme un cheveu avec 70 épaisseurs dessus. Enfin, c'est extrêmement technologique. On va commencer à tester la résistance cellulaire par rapport au chauffement, la stimulation lumineuse, etc. Donc c'est un projet qui prend forme. On va après ça tester les produits dans ce qu'on appelle des fours de vieillissement accéléré pour voir où sont les éventuelles fragilités pour pouvoir les corriger. Donc on souhaite être chez l'homme en fin 2016. Ça vient vite. Merci beaucoup, Monsieur Kimula, directeur financier de Pixum Vision. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci.